Bonjour et bienvenue sur Algomius. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle base de données qui est SQLite. Alors, à ce niveau-là, on pourrait se demander est-ce qu'on a besoin d'une énième base de données supplémentaire basée sur SQL? Eh bien, vous allez voir, comme on avait vu des différences entre MySQL et Postgre, que SQLite ramène aussi certains avantages, notamment dans tout ce qui est système embarqué. En effet, SQLite en fait, est une base de données qui est vraiment très légère et qui va nous permettre justement de prendre très peu de place et donc qui est vraiment bien lorsque on développe par exemple sur des environnements où il n'y a pas beaucoup de mémoire, comme par exemple quand vous faites de l'Internet of Things, du système embarqué ou par exemple des logiciels qui peuvent se retrouver dans votre automobile. Alors SQLite se limite pas seulement à ça, c'est aussi dans des projets beaucoup plus vastes que l'on peut retrouver sur téléphone mobile ou alors des applications beaucoup plus d'envergure où on n'a pas forcément envie que la base de données prenne une grande place. Donc au travers de cette vidéo, on va présenter SQLite, qu'est-ce qu'est SQLite, comment l'utiliser, quels en sont les avantages, et on va naturellement aussi voir comment est-ce qu'on peut utiliser directement SQLite dans un langage de programmation. Et comme vous savez que j'aime bien le Python, pour illustrer mes exemples, eh bien, on va voir comment est-ce qu'on peut accéder dans une base de données SQLite à partir d'un programme Python. Mais dans une première partie, on va déjà s'intéresser à savoir ce que c'est SQLite. Alors SQLite, c'est quoi? Première question que l'on peut se poser. Alors SQLite, en fait, c'est une bibliothèque qui propose un moteur de base de données relationnel. Comme vous êtes sur du SQL, on est nouveau sur du relationnel. On a quitté le monde NoSQL, de nouveau, après les vidéos MongoDB, pour voir un petit peu de nouveau une base SQL. Donc on va de nouveau reprendre beaucoup d'éléments que l'on avait vus en MySQL et en PostgreSQL. Le fait que ce soit une base de données relationnelle fait de nouveau que les entités sont en relation les unes avec les autres. Et donc on va de nouveau avoir cette notion de clé primaire, clé étrangère qui va nous permettre de relier les notions ensemble. Alors techniquement, SQLite est écrit en C. Alors pourquoi en C? On pourrait se dire que effectivement le C est quand même un langage relativement ancien. Alors il y a plusieurs raisons pour écrire les bibliothèques en C. C'est que le C est très souvent un langage qui amène une optimisation en termes de temps de réponse. Pourquoi? Tout simplement parce que le C est un langage qui est compilé, donc il n'y a pas de temps d'interprétation au moment de son exécution. Tout est compilé en langage machine, donc il a été écrit une fois pour toutes en langage machine et son temps de traitement est plus rapide. Et le C permet aussi une gestion très fine de la mémoire. Vous pouvez vraiment vous limiter à la mémoire dont vous avez vraiment besoin pour vos applications. Donc la plupart des bibliothèques qui se veulent très rapides ou qui font des calculs très complexes sont écrites en C. NumPy, par exemple, la bibliothèque qu'on utilise en Python pour faire du calcul matriciel, est écrite en C également. Alors SQLite, on l'a compris, mais je préfère le redire, respecte les standards SQL, c'est-à-dire que la majorité des instructions que l'on a vues pour MySQL et PostgreSQL sont aussi disponibles en SQLite. Et ça, on le verra au travers de quelques exemples. Alors sa particularité, c'est de s'intégrer directement au programme comme une bibliothèque, c'est-à-dire que vous n'avez pas grand-chose à installer quand vous faites du SQLite, vous n'avez même rien à installer. La plupart du temps, la bibliothèque SQLite est même fournie de base avec les langages de programmation, ce qui permet de mettre en place directement une base de données avec le package de base de votre langage de programmation. Aujourd'hui, on va quand même faire un petit peu d'install, on va quand même installer SQLite. Pourquoi? Alors, l'installation de SQLite n'est pas forcément nécessaire, mais installer SQLite va vous permettre à SQLite d'être autonome, c'est-à-dire que vous avez quelques outils dans SQLite qui vont vous permettre de créer une base de données en dehors d'un langage de programmation. Donc ça me paraît intéressant de voir cet aspect-là, on va le parcourir un petit peu, et puis ensuite on verra comment intégrer une base de données directement dans un langage de programmation. Alors pour montrer qu'SQLite est quand même assez utilisé, on va voir que cette base de données est utilisée dans des logiciels comme Firefox et Skype, dans certains produits d'Apple, Adobe et McAfee, et enfin dans des bibliothèques standards de PHP et Python. Donc c'est-à-dire qu'elles sont intégrées directement dans des bibliothèques. Donc c'est une bibliothèque qui ne prend très peu de place, qui ne demande pas d'installation et qui respecte quand même les règles d'SQL. Ok, bon, c'est déjà bien parti. Alors, justement, cette légèreté de SQLite est aussi un atout pour utiliser dans les systèmes embarqués. Et donc, du coup, ça veut dire que comme elle ne prend pas beaucoup de place, eh bien, elle ne va pas prendre beaucoup d'emplacement mémoire là où la mémoire est limitée. Et typiquement, quand vous faites de l'informatique embarquée, quand vous faites par exemple des programmes qui doivent tourner sur des composants d'un véhicule, ou que vous voulez faire un frigo qui parle, eh bien, en fait, vous êtes plus limité en termes de mémoire par rapport à quand vous travaillez sur votre ordinateur. Et donc, pour tous ces environnements-là, SQLite peut être un avantage justement par sa légèreté.
Alors les systèmes d'exploitation iOS, Android et Symbian l'utilisent aussi, donc on voit bien que de nouveau c'est une application qui est de nouveau sur mobile. Alors même si maintenant les smartphones ont une mémoire beaucoup moins limitée, on est quand même beaucoup plus limité en mémoire sur un smartphone que sur un ordinateur ou sur un ordinateur portable. Naturellement, donc beaucoup d'applications smartphones ou tablettes, en dehors des systèmes d'exploitation, ont aussi opté pour SQLite puisque c'est une base de données qui est vraiment très légère. Alors si on veut remonter à la création d'SQLite, la création remonte aux années 2000 et la bibliothèque a été créée par Richard Heep dans le but de proposer à l'US Navy une solution facile pour guider les missiles. Donc là, encore une fois, le système de guidage des missiles, c'est de nouveau quelque chose qui est embarqué, et donc on voulait quelque chose de très léger qui permette de ne pas forcément remplir toute la mémoire disponible sur l'engin sur lequel on essaie d'embarquer un code, de ne pas le remplir systématiquement avec la base de données. On avait jugé que les bases IBM étaient trop lourdes et imposaient trop de choses à installer, et on voulait quelque chose de très léger que l'on puisse facilement mettre en place. Donc encore une fois, une application que l'on doit à une utilisation militaire d'abord. C'est récurrent en informatique, peut-être parce que quand ça a une application militaire, en fait, les budgets tombent plus facilement, mais c'est vrai qu'on retrouve très très souvent à l'origine des innovations en informatique une application militaire. Alors les avantages et les inconvénients, je pense qu'on a un peu brossé un premier tableau qui nous permet de nous en faire une bonne image. Il n'y a pas d'installation de serveurs, de bases de données fastidieuses à mettre en place, à paramétrer, et ainsi de suite. Vous intégrez la plupart du temps la librairie dans votre langage de programmation préféré avec un import, et puis vous pouvez utiliser directement les fonctions qui lui sont liées. Donc l'apprentissage aussi est très rapide. Vous avez facilement la possibilité en quelques minutes de monter une base de données et de pouvoir l'alimenter. Alors c'est très rapide puisque c'est intégré directement au programme. Donc, à partir du moment où vous faites votre import de bibliothèque, en fait, votre bibliothèque sera compilée ou interprétée selon le langage que vous avez choisi, exactement comme votre langage de programmation. Donc en fait, il n'y a pas de communication entre la base et le programme, en fait. La gestion de la base de données est directement intégrée dans le programme. Les accès concurrents ne sont gérés qu'au niveau de la base, donc si j'écris dedans, je bloque la base. Ce qui fait par exemple que SQLite n'est pas forcément un bon choix quand vous avez de nombreux accès concurrents. Mais encore une fois, comme il est à privilégier dans les choses qui sont embarquées, eh bien il y a rarement plusieurs utilisateurs sur votre frigo ou plusieurs utilisateurs dans votre voiture. Donc c'est encore une fois, ça montre que cet aspect embarqué en fait est vraiment bien destiné pour SQLite. Alors il est aussi difficile de répartir la base sur plusieurs machines, comme on l'avait vu avec MongoDB, c'était un des avantages de MongoDB. Mais encore une fois, j'ai envie de dire que ce désavantage est propre finalement à toutes les bases MySQL. On avait vu qu'à chaque fois que vous êtes sur un modèle relationnel, de toute façon, les entités doivent être en relation les unes avec les autres, et ça devient très compliqué de répartir les données donc, sur plusieurs bases. Alors SQLite est donc à privilégier lorsque les données ne sont pas centralisées ou que l'expansion de la base de données est modérée. Donc là, typiquement, on retrouve un peu le cas de l'embarqué, c'est exactement le cas, ce qui se passe pour ce genre de choses. Alors si la base de données est prévue pour gérer un grand nombre d'accès concurrents, alors il vaut mieux passer à une architecture type client-serveur comme MySQL ou PostgreSQL, parce que sinon en fait vous allez perdre trop de temps au niveau des blocages de la base de données. Quand un utilisateur utilise la base, il y a un blocage qui se fait. Dans MySQL, vous pouvez gérer finement le blocage, c'est-à-dire que vous pouvez bloquer qu'une ligne ou bloquer que certaines colonnes ou ainsi de suite. En SQLite, ça va être un peu plus complexe, ça va quand même bloquer toute la base et donc les accès concurrents vont faire en sorte qu'il va y avoir une file d'attente qui va se mettre en place et vous risquez d'avoir des timeouts si jamais les actions ne sont pas réalisées assez rapidement. Donc voilà, j'espère au travers de ces avantages et de ces inconvénients vous avoir fait comprendre quels sont les environnements qui sont propres à utiliser SQLite et dans quelle configuration il vaut mieux éviter de l'utiliser et passer sur une autre solution. On commence quand même à connaître pas mal de solutions différentes entre MySQL, Postgre, MongoDB et SQLite, et on commence à s'apercevoir maintenant que on commence à maîtriser, si jamais on est face à un problème, quelle est la base finalement la meilleure pour solutionner notre problème. Et plus on va avoir d'outils, plus on aura de choix, et plus on pourra proposer en fait une solution qui est le plus adaptée possible. Alors, on va s'amuser à installer SQLite. Alors comme je vous l'ai dit, normalement la plupart du temps vous n'êtes pas obligé d'installer SQLite, puisque c'est une bibliothèque
directement qui s'intègre à votre programme. Dans cette partie-là, je voudrais juste vous montrer comment est-ce qu'on peut installer SQLite dans la façon d'avoir un SQLite autonome du langage. C'est-à-dire que SQLite va vous fournir quelques outils qui vont vous permettre de créer une base de données, de la manipuler, de mettre des données dedans, de lire, sans passer par un programme. Juste avec des utilitaires de SQLite. Alors on va voir comment ça marche. Donc vous allez voir que c'est très léger. Hein. On va se retrouver sur la page de téléchargement qui est www.sqlite.org/download.html. Et là-dedans, en fait, on va récupérer deux fichiers qui sont la partie SQLite, donc la DLL, la bibliothèque, et SQLite Tools, qui va nous proposer justement un petit outil de shell pour que l'on puisse un petit peu manipuler les bases de données. Donc, j'ai ici sqlite.org download. Donc vous voyez que vous avez SQLite qui est disponible pour Android, pour Linux, pour macOS. Alors moi je suis sur Windows, donc je vais prendre la version 64 bits de Windows. Voilà, je vais la télécharger et je vais récupérer aussi les tools, SQLite Tools, donc les outils qui vont me permettre d'accéder directement à une base de données. Donc je la récupère aussi. Voilà. Bon, je vais prendre mon arborescence, je vais mettre un dossier SQLite, voilà, en place. Je vais chercher mes documents et je vais les mettre dans le SQLite. Voilà. Donc je vais extraire tout ça ici. Voilà. Là j'ai bien les DLL d'SQLite et je vais aussi extraire les tools. Voilà, donc là vous voyez que j'ai SQL3Lite, tout ça, je vais juste récupérer tous les exécutables et les mettre dans SQLite pour que j'ai tout au même endroit. Donc voilà, j'ai la DLL d'SQLite 3 et j'ai SQLite3.exe qui va me donner accès finalement aux bases de données. Ok, donc il y a encore des analyzers, des SQLdiff, ça je suppose que ça doit pouvoir faire la différence entre deux bases de données. SQL3 Analyzer, je sais pas, ça doit vous donner des données ou des stats. C'est pas quelque chose que j'utilise. Donc là j'ai SQLite et maintenant pour que SQLite soit disponible systématiquement, eh bien je tape dans ma barre de commande env pour modifier les variables d'environnement, ça vous commencez à connaître le schéma. Je vais juste passer sur le pass, je vais modifier ma variable pass et je vais rajouter c'est SQLite, donc le chemin qui mène au répertoire SQLite. Donc ça, on l'a fait avec toutes les bases de données, et ça me permettra maintenant d'avoir accès à SQLite 3, peu importe où je me trouve dans l'arborescence, dans ma fenêtre de commande. Ok, tout est en place, ça je peux le mettre de côté. Et on va donc essayer de commencer à modifier commencer à créer notre première base de données. Alors comment ça marche de créer notre première base? On va déjà mettre en place, on va déjà s'ouvrir une boîte de commande. On invite de commande, voilà, et on va lancer le script SQLite 3, voilà, et donc cette fois-ci vous voyez que je me retrouve dans SQLite, donc je suis dans le shell SQLite. Ok, alors je suis sous le shell, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Eh bien déjà la première chose que je peux faire, et ça il me le dit, si jamais je tape .help, je vais avoir l'ensemble des commandes disponible dans le shell SQLite. Donc voilà, vous avez la possibilité de récupérer un fichier, de lire un fichier, de montrer les tables qui sont là-dessus. Si vous voulez explorer un petit peu tout ce que l'on peut faire avec le shell, vous en avez la possibilité ici. Nous on va voir quelques commandes, mais effectivement on ne les verra pas toutes. Hein. Ok, donc là on a tout. Maintenant ce qui nous intéresserait de savoir, c'est comment est-ce que je fais pour créer ma base de données. Alors comment je fais pour créer ma base de données? Eh bien tout simplement, je vais faire un point open et je vais lui donner le nom de ma base de données. Alors moi je veux par exemple l'appeler ctmp, je sais pas, ma base point. Et alors il n'y a pas d'extension précise hein, pour SQLite. Moi je l'appelle .db pour que je sache que c'est une base de données. Alors je peux pas l'ouvrir, ok. Donc c'est peut-être parce que j'ai pas mis, je n'ai pas protégé. Voilà.
Alors, j'ai fait un open de ctmp ma base. Alors, pourquoi il n'en a pas voulu? Tout simplement parce que le slash est en fait un caractère spécial. Et si je veux pas qu'il soit interprété, je vais faire slash slash, le premier slash, en fait, protégeant le deuxième slash, hein, tout simplement. Ça, c'est des commandes un peu... ça a à voir un petit peu avec le système d'exploitation. Alors, donc j'ai créé ctemp database. Ok. Donc, ça veut dire que si je retourne dans ctemp, eh bien, vous allez voir que dans ctemp, en haut, il m'a créé ma base.db. Ok, donc vous voyez déjà qu'en fait, il a créé un fichier qui est facilement accessible. Ce fichier, je pourrais l'ouvrir avec Notepad++, par exemple, assez facilement. Je pourrais l'ouvrir avec Notepad++, voilà, et vous voyez que pour l'instant, mon fichier est vide. Ok, on va le garder avec Notepad++, et on va voir que ce fichier, on va pouvoir le remplir. Ok, donc le fichier n'existait pas, je lui ai demandé de l'ouvrir. Comme il n'existait pas, en fait, il me l'a créé. Ok, super. Donc, on a créé notre première base, maintenant voyons comment on peut y insérer des données. Donc la commande show va nous permettre d'avoir des informations sur la base actuelle. Donc c'est-à-dire que si je me... Là j'ai fait un open, donc je suis sur la base, et si je fais un show, je vais avoir en fait quels sont les paramètres qui sont mis en place, quel est le file name de ma base, et donc je sais sur quelle base je me trouve. Donc là en fait ça vous donne tous les... Qu'est-ce qui est le séparateur de colonnes, quel est le séparateur de lignes, ça vous donne un peu tous les paramètres des requêtes que vous allez pouvoir utiliser avec la base de données. Ok, donc on va voir que les types sont aussi un petit peu différents par rapport à ce que l'on a connu dans d'autres bases SQL. On va voir que les types sont assez simplifiés par rapport à ce qu'on avait. Alors je crois qu'il y a à un moment donné un résumé qui est fait, voilà. Alors en fait, vous avez une version assez simplifiée que propose SQLite, donc il y a beaucoup moins de types. Et en fait, il vous propose en fait une conversion. Donc tout ce que vous auriez déclaré en int, en integer, en tiny int, en small int, en medium int, en big int, en unsigned big int, en int2 ou en int8 dans une autre base SQL, devient un integer en SQLite. Pareil, tout ce qui est alphanumérique, on n'a pas de varchar, on n'a pas de caractère, on a texte, tout simplement. Blob reste blob. Tout ce qui est nombre à virgule devient réel, et tout ce qui est valeur numérique, même les valeurs décimales, même les valeurs, quand vous avez par exemple une monnaie ou quelque chose comme ça, un prix, ça devient du numérique. Et donc en fait, en SQLite, vous allez vous concentrer principalement sur ces 5 types. Ce qui est quand même beaucoup plus simple par rapport aux autres, enfin, on a un peu moins de finesse, mais par contre, du coup, ça nous simplifie un peu le langage. Et la simplicité, c'est vraiment ce qu'on cherche avec le SQLite. Bon, alors il est peut-être le moment est peut-être venu de créer notre première table, et on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut créer notre table personne. En fait, si on analyse un petit peu notre requête, on va retomber vraiment sur du SQL. Create table person, avec un identifiant integer qui est la primary key. Alors l'auto-increment, je peux le mettre comme ça. Par rapport à Postgres, je crois qu'en fait il y a un tiret entre auto-increment, donc il faut faire attention à ce genre de petits détails. Sinon, vous avez le nom de personne qui du coup est du texte, l'email de la personne qui est du texte, et l'âge de la personne qui est un integer. Donc vous voyez qu'on est vraiment sur les types que l'on a vus tout à l'heure. Donc, si jamais je prends cette requête, là, et je vais la coller. Voilà. Donc, je l'ai collée, j'ai donc créé ma table personne. Et vous voyez que la première chose à laquelle on se rend compte avec SQLite, c'est qu'SQLite en fait n'est pas très bavard. Là j'ai créé une table personne, en fait vous voyez que le shell ne m'a rien dit. Et donc en fait, partez toujours du principe avec SQLite que quand il ne dit rien, en fait c'est qu'il est arrivé à faire correctement la commande. Si jamais il n'était pas arrivé à vous la faire, là il aurait fait une remarque, il vous aurait envoyé un message d'erreur et il vous aurait dit ce qui cloche. Là il est parfaitement arrivé à créer la table, donc visiblement, tout marche bien. Si jamais je fais un select maintenant étoile from person, voilà, en fait j'ai aucun résultat. Encore une fois, il me dit pas grand chose, mais visiblement il me donne pas de message d'erreur, donc c'est qu'il est arrivé à faire le select. Ok.
si jamais, par exemple, oui, on pourrait taper quelque chose, voilà, au lieu de from, j'avais tapé form, par exemple, là, vous voyez que le message d'erreur est quand même assez performant. Il vous dit qu'il y a une erreur à ce moment-là, quelque part, il a un form qu'il n'a pas trouvé. Voilà, donc vous voyez que les messages d'erreur sont quand même assez parlants. Bon. On va voir aussi que notre base... Alors, on va essayer d'insérer quelques données dedans, pour qu'on ait quand même quelque chose dans la base. Voilà, on va juste faire 2 inserts que j'avais préparés. Donc on fait un insert into person, nom personne, email, âge. Je rappelle que je ne mets pas l'identifiant puisque l'identifiant est déclaré en auto-increment. Et donc en fait je fais juste 2 insertions, 2 valeurs dans ma base. Ce qui fait que maintenant, si je fais un select étoile from personne, je vais récupérer directement les informations. Donc j'ai Bob, et vous voyez que les identifiants se sont mis en place tout seuls, comme on s'y attendait. Bon. Du coup, si je reprends mon Notepad++, vous voyez que mon fichier a évolué. Là, je retrouve pratiquement en clair le format de ma base de données. Je retrouve le nom de personne, l'email, machin. Et si je cherche un petit peu, vous allez voir que je vais pouvoir retrouver aussi les données. Alors, c'est un peu pénible à lire, hein, mais... Alors, regardez bien. Donc là, on a la création de séquence. Okay. Et là, vous voyez que si je cherche dedans, je vais me retrouver avec l'adresse de Kim, là j'ai l'adresse de Bob, et ainsi de suite. Donc je peux récupérer les données aussi dans le fichier. Donc on voit que le fichier se complète petit à petit avec les informations que je saisis à l'intérieur. Ok. Donc ça veut dire aussi que si jamais vous supprimez ce fichier, en fait vous supprimez la base de données. Si vous la copiez sur une autre machine, vous avez copié la base de données. Donc vous voyez que c'est quand même assez simple. Ok. Alors on va terminer un petit peu sur la partie shell, parce que c'est pas la partie la plus intéressante, mais on va voir un petit peu ce que l'on peut faire au niveau du mode d'affichage de la console. On a 2-3 petits paramètres qui peuvent être sympas à voir quand on est développeur. On peut changer en fait l'affichage du mode console. Alors je vais peut-être juste le mettre un peu plus grand pour qu'on voit un peu mieux. Je peux par exemple afficher par colonne, c'est-à-dire que je peux me mettre en mode... Alors, à chaque fois que j'ai une commande dans SQLite, ça commence par point. Donc point mode, colonne. Voilà. Donc j'ai changé l'affichage pour me mettre en affichage colonne, et donc si je rappelle un select étoile from person, vous voyez que cette fois-ci, l'affichage qui était assez réduit tout à l'heure, en fait, maintenant, j'ai les intitulés de colonnes, et j'arrive à voir en fait à quoi correspond chacune des colonnes. Donc on a un petit peu des modes, comme ça, que l'on peut mettre en place. On a par exemple le mode insert. Le mode insert, c'est encore quelque chose de différent. Ça va vous permettre de générer tous les ordres SQL qui permettent en fait de recréer le contenu de votre table. Donc ça peut être sympa si jamais vous voulez dupliquer une table, si jamais vous voulez insérer certains éléments, par exemple, maintenant, là j'ai fait un select étoile de personnes, mais j'aurais pu filtrer que un certain nombre de personnes, générer le reinsert et en fait sortir ces personnes-là et les mettre dans une autre table. Donc ça peut peut-être aussi avoir une utilité. Ensuite, vous avez le mode line. Alors, le mode line, à quoi il sert? Eh bien, il sert tout simplement à faire, d'avoir une vision un peu qui ressemblerait à du JSON. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez l'intitulé et la valeur, et vous avez à chaque fois un séparateur qui sépare les différentes lignes que vous avez dans votre table. Et enfin, un dernier mode qui peut être utile pour les développeurs, c'est le mode HTML. Et le mode HTML, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va vous générer un tableau directement. Il va vous générer un tableau où vous avez toutes les valeurs à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire que si vous prenez ce que vous a généré le mode HTML, que vous ouvrez par exemple, alors je vais le faire avec un bloc-notes, hein, je vais le faire assez rapidement, que vous ouvrez un bloc-notes, que vous le collez à l'intérieur le code qui vous a généré, que vous mettez une balise HTML, hop, voilà, vous faites un body, alors je ne m'occupe pas de l'indentation, hein, je voudrais juste aller assez rapidement, ça je vais l'enregistrer sous TMP
et je vais l'appeler, je sais pas, index.html. Voilà. Et que là, je me mets dans la partie alors c'est temp. Est-ce que je l'ai enregistré? Ouais, je l'ai enregistré. C'est tmp index.html. Alors en fait, oui, donc je l'ai pas. Oui, c'est vrai que j'ai oublié le tab. Voilà, et en fait vous récupérez directement le tableau au format HTML, directement rangé dans un tableau. Donc ça c'est peut-être quelque chose qui peut servir à la marge, je ne sais pas si ça peut servir tout le temps, mais voilà, on peut récupérer du coup l'affichage comme il est ici. Bon, voilà, on a fait un petit peu le tour de ce que l'on pouvait faire avec le shell, je pense. Et donc maintenant, j'aimerais passer sur une partie qui est pour moi plus intéressante, c'est de vous montrer comment est-ce que ça marche directement avec un langage de programmation. Ok, donc on va abandonner le shell. Et on va s'intéresser à l'autre aspect de SQLite, qui est en fait que SQLite est une bibliothèque pour vos langages de programmation. Alors moi je vais l'utiliser avec Python, mais vous allez voir que la syntaxe est exactement la même, et vous pouvez l'utiliser avec tous les langages de programmation moderne, hein, que vous fassiez du PHP, que vous fassiez du C++, du Java, du C#, n'importe quoi. Vous pouvez toujours importer la bibliothèque SQLite et l'utiliser comme je vais vous montrer ici. Donc, la plupart du temps, il n'y a pas d'installation à faire pour les langages, puisque la bibliothèque est très souvent dans le package de base de langage. En tout cas, pour Python, c'est comme ça. Donc on va utiliser Python, donc vous n'avez pas d'installation à faire si Python est déjà installé chez vous. Vous avez juste en fait à prendre un éditeur de texte. Alors moi je vais prendre Visual Studio Code. Vous allez juste ouvrir un fichier de code Python. Et ce que vous allez faire tout simplement, c'est faire un import de SQLite 3. Voilà. Et là vous avez déjà inséré votre programme Python, votre bibliothèque SQLite. Si je fais un Python de lite.py, voilà, vous voyez, normalement, j'ai pas d'erreur. Ok, donc ça marche. Parce que, effectivement, si jamais je m'étais trompé dans le nom de la bibliothèque, effectivement, là, j'aurais une erreur pour me dire que le module n'existe pas. Donc, à partir du moment où vous lancez Python et que tout se passe bien, c'est qu'il a trouvé l'import de SQLite 3. Ok. Donc, maintenant, la première chose à faire quand vous vous retrouvez dans un programme Python, la première chose à faire, c'est de créer une connexion. Donc, c'est une variable que je vais appeler con pour connexion. Et je vais donc utiliser directement les méthodes de la bibliothèque SQLite 3. Donc je vais utiliser la première fonction qui s'appelle connect, qui porte bien son nom. Elle va donc me connecter à la base de données. Ma base de données, elle est où? Eh bien, en fait, je vous rappelle que je l'avais créée sous C, TMP. Alors, je ne sais plus avec les majuscules comment je les avais écrits. Alors, j'avais mis un B majuscule. Ma base.db. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, en fait, je vais tout simplement me connecter à la base de données qui est symbolisée par mon fichier mabase.db. Ok, ça marche. Alors, en fait, si on lance uniquement ce programme tel qu'il est, il va réagir comme ce qu'on a vu avec le shell. Si la base existe, il va l'ouvrir. Si la base n'existe pas, il va juste créer le fichier. Donc, il va réagir exactement de la même façon. Et il va jamais, en fait, un connect ne va jamais vous poser de problème. Puisqu'en fait,
Si jamais la base n'existe pas, et ça c'est peut-être un petit peu un problème, si jamais vous êtes trompé dans le nom de la base, en fait pour lui il ne va pas vous provoquer une erreur en vous disant que la base n'existe pas. Il va simplement dire que ce que vous voulez faire en fait c'est la créer. Alors en règle générale, si on parle un petit peu de bonne pratique, quand on ouvre une connexion, normalement il est de bon ton de la fermer avant la fin du programme. Tout simplement parce que ça évite qu'il y ait des connexions qui traînent encore après l'exécution de votre programme. Donc, je vais tout de suite utiliser cette bonne pratique en disant que je vais finalement terminer ma connexion à la fin du programme, c'est-à-dire que ma connexion que j'ai ouverte au travers de la variable con, tout simplement je vais faire un close dessus pour dire voilà, je n'utilise plus cette connexion, j'en ai plus besoin, et donc de relâcher la base de données par rapport à la connexion que j'avais. Ok, donc ça c'est vraiment des bonnes pratiques. Si vous ouvrez une connexion à un moment donné, fermez-la quand vous n'en avez plus besoin. Voilà. Alors, maintenant ce que je vais faire, c'est que c'est bien beau, je me suis connecté à la base de données, mais pour l'instant, j'ai pas encore échangé grand-chose avec. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est essayer de voir si je pourrais modifier des choses dans ma base de données. Et pour ça, je vais utiliser ce qu'on appelle un curseur. Et donc le curseur, en fait, m'est donné par ma connexion. Je vais donc écrire, j'ai donc un curseur qui est égal à, je prends ma connexion et je lui demande de me fournir un curseur. Voilà. Et c'est avec ce curseur, c'est cet objet qui va me permettre d'échanger au travers de ma connexion avec SQLite 3. Donc je vais reprendre mon curseur, et maintenant je peux simplement dire, je fais un execute, et je fais un execute de quoi? Et bien là maintenant, je peux mettre une requête SQL. Alors, je peux réessayer la requête que j'avais tout à l'heure, qui était le create table. Voilà. J'ai donc tout ça qui se retrouve dans mon curseur. Et on va essayer de voir, est-ce que tout ça, ça fonctionne? Ah, j'ai une erreur. Alors pourquoi j'ai une erreur? En fait, l'erreur, elle était assez prévisible, c'est-à-dire que j'ai créé dans ma base de données, mabase.db, une table qui s'appelle personne au travers du shell, et j'ai essayé de la recréer au travers de mon programme Python. Et donc tout simplement, vous voyez quand je vous ai dit que quand tout se passe bien, SQLite ne dit rien, et bien quand tout ne va pas bien, en fait il vous donne un message d'erreur qui est assez explicite quand même, table personne already exists, qui veut dire en fait que la table est déjà présente dans la base de données, et je ne peux pas la créer une deuxième fois. Donc vous voyez que SQLite est quand même toujours présent au niveau des messages d'erreur. Il faut juste prendre l'habitude que quand tout se passe bien, en fait, il ne vous en informe pas. Ok, ça marche. Donc, on a créé notre première table, enfin on a essayé en tout cas, on n'y est pas arrivé, et on a vu que les messages d'erreur étaient quand même bien en place. Alors, cette première instruction nous montre déjà que nous pouvons communiquer avec notre base de données. Effectivement, puisqu'il n'a pas voulu qu'on la recrée, c'est qu'il a détecté dans la base de données que cette table existait déjà. Donc la connexion a bien été établie. On a obtenu le message d'erreur, puisque la base existait déjà. Donc ça c'est bien aussi, on a pu vérifier la gestion des erreurs. Et ça nous montre que même si SQLite est compact, en fait, il ne sacrifie quand même pas les informations qui nous permettent finalement de résoudre nos problèmes. Donc ça c'est quand même bien, parce que si jamais il n'avait rien dit du tout et qu'on avait juste eu à chercher sans aucun indice, ça aurait pu être assez pénible. Donc, le fichier de base de données pour l'instant n'a pas changé, puisqu'on n'a pas fait de modification dessus. On va commencer à mettre des choses à l'intérieur. Bon. On va garder cette logique de curseur pour finalement tous les ordres SQL, c'est-à-dire les insert, les select, les update, et ainsi de suite. On va à chaque fois les passer à un curseur, et le curseur va les exécuter si la syntaxe SQL est correcte. Ok, donc ça me permet de dire que si jamais je veux maintenant faire une insertion dans la base de données, eh bien il me suffit de reprendre ce que j'avais ici, et de dire voilà, je vais créer une insertion. Donc je vais créer une insertion qui pour l'instant, je vais créer une insertion de données. Donc ça on voit que ça n'a pas marché puisque la base existe déjà. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement faire un
c.execute. Voilà. Et je vais reprendre un peu les ordres que j'avais. Je vais insérer 2 personnes dans la base de données. Alors, je n'ai pas forcément d'imagination. Hein. Je vais reprendre toujours un peu les mêmes exemples. Hop, on va faire notre insert et on va mettre dedans un deuxième insert. Donc c'est un insert into personne, nom personne, email personne, h personne, et je lui mets des valeurs, un nom, une adresse mail et une valeur. Ok, donc je sauvegarde tout ça, je relance mon Python, et qu'est-ce que ça me dit? Name C is not defined, ouais, je l'ai appelé curseur, passé, il a tout à fait raison de s'exprimer. Et voilà. Et donc maintenant, ce que je peux vérifier, c'est que effectivement, dans ma base de données, j'ai récupéré des informations supplémentaires. Je ne sais pas s'il va me les indiquer. Personne, Bob. Ok. Bon, donc j'ai fait mon execute, j'ai fait j'ai rajouté des personnes dans ma base de données. Donc je vois que le trajet dans un sens fonctionne. Donc maintenant, il faudrait voir est-ce que le trajet dans l'autre sens fonctionne, c'est-à-dire est-ce que je vais pouvoir récupérer des informations dans ma base de données. Ah, alors avant de passer à ça, il y a encore juste une instruction que j'aimerais voir avec vous, qui en fait, alors là vous voyez que j'ai un execute et j'ai la possibilité de faire un execute many. Alors quelle est la différence entre les deux? Eh bien execute va prendre une instruction SQL, execute many va prendre une instruction SQL et en deuxième paramètre va prendre une liste. Et qu'est-ce que va me permettre de faire execute personne? Eh bien tout simplement, il va me permettre de utiliser la même requête, mais pour un jeu de données différent. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien ce que je vais faire, je vais reprendre mon SQLite, mon programme Python, et je vais faire que, dans mon curseur, je vais faire un execute many. Je ne sais jamais avec les majuscules. Donc là, je vais mettre mon ordre Python. Et là, en fait, en deuxième paramètre, je vais mettre une liste de personnes. Et donc, je vais créer, en fait, mon instruction d'insertion. Insert, into, personne, ça on commence à le connaître. Le premier champ, c'est le nom personne. Le deuxième, c'est l'email de la personne. Et le troisième, c'est l'âge de la personne. Et les valeurs de ces 3 champs, je vais les mettre à point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. C'est-à-dire que je vais utiliser le point d'interrogation, va me servir pour dire en fait c'est des valeurs que tu vas récupérer dans la liste. Et donc je vais devoir créer un objet liste personne, ici, qui va être en fait une liste. Alors, une liste, pas un dictionnaire, une liste. Et chaque élément de la liste va être en fait un tuple qui va devoir contenir, dans ce cas bien précis, 3 éléments, puisque les éléments vont être constitués de la première partie va être le nom, la deuxième partie va être l'email, et la troisième partie va être l'âge. Donc je définis un tuple avec des parenthèses en Python, et je dis simplement, la première partie c'est le nom, la deuxième partie c'est l'adresse mail, et la troisième partie, c'est le 27. Et donc, quand il va parcourir la liste des personnes, eh bien, il va prendre le premier tuple, il va affecter le nom, il va mettre Jill, l'email, il va mettre jill@work.com, et l'âge de la personne, il va mettre 27. Donc, il faut bien qu'il y ait le même nombre d'éléments dans ce tuple que le nombre de points d'interrogation dans votre requête. Ça marche un peu comme une requête préparée. Donc, je vais juste dupliquer cette ligne pour en avoir plusieurs. Voilà, et je vais créer par exemple Jack. Je vais faire Jack at Work. Et lui, il a 47 ans. Voilà. Ok, donc je vais lancer mon Python. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Execute. Oula. Execute. Execute many, et vous voyez en fait que là, il a donc créé de nouveaux enregistrements. Ok, donc en fait, il n'y a pas de message d'erreur, hein, c'est simplement que dans la première, il a fait une boucle autour de l'insert,
et il a récupéré le premier élément, le deuxième, le troisième, et il a à chaque fois mis ça à la place des points d'interrogation. Et donc il a créé 2 inserts à partir d'un seul ordre, execute many. Donc ça peut être quelque chose qui, voilà, peut nous faire gagner du temps. Alors qu'est-ce que je voulais encore vous montrer? Alors maintenant, effectivement, on a mis des données dans une base. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est pouvoir récupérer les données, voir ce que j'ai mis à l'intérieur et pouvoir les utiliser. Donc comment est-ce que je peux lire les données? En fait, si vous avez compris la logique, on ne va pas tellement déroger à la règle, on va utiliser un curseur.execute et on va simplement envoyer une requête select. Mais la question qu'on peut se poser, c'est que du coup, le résultat de ce select, il se trouve où? Comment est-ce que je peux le récupérer? Bon, on va essayer de voir comment tout ça, ça marche. Je vais donc récupérer... Je vais donc écrire un select, puisque j'ai créé ma table personne. Donc, on va enlever tout ce qui est insertion. On va garder le curseur, et on va donc dire simplement un execute, décidément. Et on va simplement faire un select étoile from personne. Alors si je fais que ça, vous voyez que effectivement mon programme passe sans problème, sauf que je ne sais pas ce que j'ai fait avec ce qui est remonté de personne. Alors en fait, les données du select, elles vont être stockées au niveau du curseur. Et maintenant, c'est à nous de savoir en fait ce que l'on va vouloir faire avec le curseur. On va devoir parcourir le curseur et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc si par exemple je fais on a plusieurs possibilités pour afficher le contenu d'un curseur. Soit on a un fetch done qui récupère un enregistrement, donc on va essayer simplement de faire un print du curseur sur lequel on fait un fetch done. Voilà, c'est une fonction. Alors c'est une des fonctions qui nous permettent de consulter le curseur. Et donc là, vous voyez que si je le lance, curseur.fetch fetch one. Alors là, ok, fetch one bien sûr. Et donc là, vous voyez qu'il a récupéré le premier élément de ma table. Il a récupéré Bob, qui a 28 ans, qui est le premier élément de ma table, parce que j'ai utilisé la fonction fetch one sur le curseur. Ok. Du coup, si jamais j'ai plusieurs possibilités, donc là, fetch one va juste me ramener le premier. J'ai fetch many qui va prendre un paramètre et dire par exemple je veux récupérer les 3 premiers. Et donc là, en fait, vous voyez que j'ai récupéré alors j'ai récupéré Bob et Kim. Alors que j'en voulais 3, ça voudrait dire qu'il n'y en a que 2 qui sont dans ma table personne. Ok. J'ai que 2 enregistrements. Faut que je regarde pourquoi les autres se sont mal passés. Ah, je sais. Je sais ce que j'ai oublié. C'est vraiment très bête ce que j'ai fait. Alors, je vais mettre ça de côté. En fait, ce que j'ai oublié tout simplement, c'est de faire quelque chose dont j'aurais dû vous parler un petit peu plus tôt. J'ai donc récupéré la liste des personnes et j'ai donc inséré dans le curseur. Et en fait, vous avez vu que quand j'ai inséré, en fait, rien ne s'est passé. Tout simplement, la chose que j'ai oubliée, c'est qu'on est de nouveau en SQL, en modèle transactionnel, et que pour qu'une modification soit validée, en fait, ce que vous allez avoir besoin, c'est de faire un commit. Et oui, effectivement, parce qu'avant, je faisais une insertion, mais dans la table temporaire, et comme le commit n'a pas été fait, en fait, toutes les modifications que j'ai faites ont été perdues. Donc maintenant, si je relance ça, voilà, là, enfin, j'ai enfin le message qui me dit que la base a été modifiée dans Notepad++. C'est pour ça que je m'interrogeais avant pourquoi ça ne le faisait pas. J'avais simplement oublié ce petit mot. Et maintenant, vous allez avoir des informations supplémentaires à l'intérieur. Ok. Donc, on revient en arrière. Donc là, on n'a plus besoin de ça. Et donc,
là, je vais effectivement avoir les 3 premiers qui sont Bob, Kim et Jill. Ok, bon, très bien. Donc là, le fetch many marche. Et donc, j'ai encore la possibilité, naturellement, de faire un fetch all qui, cette fois-ci, ne prend pas de paramètres et va juste me ramener tout ce que j'ai dans ma base de données. Donc j'ai 4 enregistrements, il récupère les 4 enregistrements. Ok, ça marche. Donc, si on regarde un peu le type d'objet qui est retourné par le fetch, comme on a pu le voir là, en fait, vous voyez que le type d'objet, il est entouré par des crochets, ce qui tient à nous montrer en fait que l'objet retourné est en fait une liste. Ok. Et chacun des éléments est entouré par des parenthèses, c'est donc une liste de tuples. Voilà, donc on a déjà beaucoup d'informations là-dessus. Donc c'est un tableau, et qui nous dit tableau dit que l'on peut accéder facilement à n'importe quel indice, n'importe quel élément par son indice. On a aussi la possibilité de parcourir le tableau directement avec une boucle. Et donc ça, c'est quelque chose que l'on peut mettre en place directement. J'ai un fetch all qui est ici, et bien il suffit que je fasse un for, un élément dans le fetch all, et que je puisse donc dire je print cet élément. Voilà. Et donc là, vous voyez que j'ai récupéré les éléments et j'ai écrit un élément par ligne. Ok. Donc, puisque là, le fetch all me ramène un tableau, j'ai pu décomposer chacun des éléments, mais je m'aperçois que chacun des éléments, c'est un tuple. Et un tuple, en Python, je peux aussi accéder à chacun des éléments par son indice. Donc, c'est-à-dire que si je veux récupérer les identifiants, je serai sur l'indice 0. Si je veux récupérer les noms, je serai sur l'indice 1. Si je veux récupérer les adresses mail, je serai sur l'indice 2. Si je veux récupérer les âges, je serai sur l'indice 3. Donc, c'est-à-dire que si je veux avoir que les noms et les âges, ben, en fait, je vais faire l'élément 1 de E et l'élément 3 de E. Et si je relance ça, je vais obtenir que les noms et les âges. Donc, en fait, il est très facile pour moi de rechercher un élément dans ce que le curseur me ramène. Alors, j'ai même une autre possibilité, c'est de dire que si je veux récupérer l'âge de Kim, uniquement l'âge de Kim, eh bien, je sais que Kim... Alors, je vais tenter... Je ne sais pas si le fetch all va marcher d'un coup, mais on va essayer de le tester comme ça. Kim, c'est quoi? Kim, c'est la première ligne, et son âge, c'est l'information 3, et donc je vais récupérer la première ligne, hein. Je rappelle que Bob a l'indice 0, Kim a l'indice 1, et l'âge, en fait, va avoir l'indice 3. On va essayer de voir si ça fonctionne. Voilà, et je récupère donc 35, qui est l'âge de Kim. On peut donc considérer que ce que le fetch all ramène, finalement, c'est exploitable comme un tableau en 2 dimensions, avec comme première dimension la ligne qui est concernée, et comme deuxième dimension, la colonne. Ce qui fait en fait que vous vous retrouvez avec un jeu de bataille navale. Vous donnez la bonne ligne et la bonne colonne, et vous allez avoir l'information qui est au croisement des deux. Ok, ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Il me reste à vous dire que on a vu en fait... on se rend compte qu'on a vu finalement pratiquement tout ce qui fait la spécificité d'SQLite. Maintenant, vous avez compris que si vous voulez faire un update, un delete ou n'importe quoi, tout simplement, vous prenez votre curseur, vous faites un execute et vous pouvez mettre n'importe quoi dedans. Si vous avez besoin d'une jointure, il suffit d'écrire un select avec une jointure, vous le mettez directement dans un curseur, vous récupérez le résultat du curseur et vous pouvez le manipuler comme vous le voulez. Vous pouvez mettre des closeware, vous pouvez mettre des order by, vous pouvez créer des fonctions d'agrégation, utiliser des fonctions mathématiques disponibles en SQL. Tout ça, je ne vais pas revenir dessus parce qu'en fait on a déjà passé énormément de temps dessus quand on a parlé de MySQL. Donc n'hésitez pas à vous reporter au cours de MySQL. Vous allez voir en fait qu'à partir du moment où ça respecte le standard SQL, eh bien vous pourrez l'utiliser aussi dans SQLite. Et en cas de problème, parce que des fois entre les différentes bases SQL, en fait, les fonctions existent, mais elles n'ont pas tout à fait le même nom, elles n'ont pas les paramètres dans le même ordre, ou pas du même type, n'hésitez pas à vous reporter à la documentation de SQLite. Alors encore une base de données qui va amener ces spécificités, cette fois-ci SQLite,
Si on devait récapituler les avantages de SQLite, eh bien c'est que c'est un client très très léger, qui vous demande pas forcément d'installation, qui s'utilise comme une bibliothèque dans vos langages de programmation préférés, donc elle est disponible dans vraiment tous les langages. Donc dans n'importe quel langage que vous utilisez, vous aurez la possibilité d'utiliser SQLite. Et la plupart du temps, la bibliothèque SQLite est même disponible dans le package par défaut. Donc vous n'avez rien d'autre à ajouter. Donc vous voyez qu'on est arrivé très très rapidement avec quelques instructions à manipuler notre base de données, créer une table, insérer des données à l'intérieur, créer des requêtes préparées, et aussi finalement à pouvoir de nouveau récupérer les données et arriver avec cette notion de tableau à récupérer directement la valeur que l'on cherchait. Donc c'est quand même quelque chose d'assez puissant, c'est un outil qui va vous donner aussi des informations lorsque les choses ne vont pas, lorsqu'il y a eu un problème, lorsqu'il n'est pas arrivé à accéder aux données. On va voir que les informations sont courtes, mais sont quand même assez pertinentes pour corriger. Et donc c'est un moyen assez sympa de commencer avec la base de données, sans avoir à s'encombrer à installer plein de choses à gauche, à droite. Et en plus, on est quand même basé sur la base SQL, donc toutes les règles de SQL, toutes les règles de relations, toutes les règles de clés primaires, de clés étrangères, sont déjà disponibles à ce niveau-là. Donc c'est léger, c'est assez complet. On a vu que les seuls désavantages finalement qu'il pouvait y avoir, c'est quand on a de nombreux accès concurrents. Donc c'est encore un outil supplémentaire que l'on peut mettre en place suivant le problème que l'on rencontre. Donc sur ce point-là, je vous laisse donc continuer votre exploration de SQLite et je vous dis à bientôt pour continuer nos aventures dans les bases de données.